Dans cet exercice, on prend V, un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'espace vectoriel des fonctions de 0, 1 dans R, le R espace vectoriel, et on veut montrer que pour toute suite à valeur devant V, il est équivalent de converger simplement, c'est-à-dire que pour tout x, fn de x tend vers f de x, et de converger uniformément, c'est-à-dire que la norme infinie de fn-f tend vers 0. Ok? Donc, qu'est-ce qui nous fait tilter dans cet énoncé? C'est le mot dimension finie. On peut chercher des exemples, des contre-exemples en dimension infinie. Par exemple, on peut prendre l'exemple, je prends une fonction comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Là, c'est des fonctions continues, mais on voit que elles vont converger, ça va converger simplement. Si je prends en fait des pics, ça va converger simplement vers 0. Mais là, il n'y aura pas CVU. Ok? Et ça vient du fait que du coup, le SEV engendré par ces fonctions-là est de dimension infinie. Ok? Donc je prends des pics, je refais le dessin parce qu'il est un peu moche. Ok? Ça tend simplement vers 0, mais pas uniformément, parce que le SEV est de dimension infinie. Donc on voit qu'il y a un peu une notion de cette dimension finie, donc il y a un nombre fini d'informations, et donc on peut passer à la CVU directe. En fait, comme tous les exos de dimension finie, ça se fait avec l'équivalence des normes. Ce qu'on va faire, c'est prendre une bonne norme, je ne sais pas si tu peux essayer de la trouver, une bonne norme sur l'espace V, pour laquelle la CVS implique la convergence pour la norme, et du coup, par équivalence des normes, on aura gratuitement la CVU. Ok? Donc le but, c'est d'avoir une norme, c'est d'avoir Fn CVS équivalent à Fn moins F tend vers 0. Ok? Le but, c'est d'avoir ça, je te laisse chercher. En attendant, on va essayer de se ramener au fait que la limite soit nulle. L'idée, c'est que si on admet ce résultat-là, on n'a pas encore conclu parce que, a priori, ça, c'est pas un élément de V, puisque la limite n'est pas forcément dans V. Tu vois? Bon, il y a deux choses qu'on peut te dire. En fait, le plus simple, c'est de ramener, c'est de considérer le SEV engendré par F et V. Ça, c'est encore un SEV de dimension finie. Et on applique le raisonnement là à cette 8 là. Ok? Donc, SPDG, on peut supposer que Fn tend vers 0. Ok? Donc ça, c'est le but de l'exercice. Maintenant, c'est de trouver une telle norme qui va caractériser la convergence simple pour V, pour les éléments de V. Ok? Donc, maintenant, pour aller dans la suite, il faut prendre un exemple qui est concret, s'en inspirer. L'exemple qui est concret, c'est les polynômes. Qu'est-ce qu'on prendrait comme norme si on avait les polynômes? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire une norme que je peux poser sur les polynômes, c'est s'ils sont de degré plus petit que n, plus petit que grand N, c'est le sup pour y dans x0 jusqu'à x grand N. Je prends des points distincts de 0, 1, n'importe lesquels, et je prends le sup de fn de y. Ok? Un polynôme qui s'annule sur n plus 1 point, il est nul. Donc ça, c'est bien une norme. Et en particulier, elle est impliquée par la convergence simple, parce que si le polynôme, si fn converge simplement vers 0, j'ai que ça tend vers 0. Ok? On veut s'inspirer de ça. Donc qu'est-ce qui fait que ça marche pour les polynômes? Ça marche parce qu'on a un nombre fini de points, tel que pour tout élément de V, on a le polynôme nul en ces points, équivalent à le polynôme est nul. Et donc c'est ça qu'on va essayer de déterminer pour f, et le miracle, ça va marcher. Donc je rappelle ce qu'on veut. Nous on veut fn CVS implique norme de fn. On peut supposer que ça CVS 0, fn tend vers 0. Pour une norme qu'on n'a pas encore déterminée, et bien en fait on va utiliser un lemme, que j'ai d'ailleurs prouvé dans mon DM sur la théorie de Galois. Donc c'est marrant de voir tout qui s'entrecoupe. Lemme, si E1 jusqu'à E grand N est une base de V, alors
il existe x1, xn dans 0,1 tel que, quel que soit tel que somme des lambda i ei égale 0 équivaut à somme des lambda i équivaut à, pour tout j, xj égale 0. Ok? Donc, autrement dit, j'ai un espace vectoriel de dimension n, un espace vectoriel de fonction. Alors, il va exister n points tels que la liberté, enfin la non-nullité d'un élément de cet espace vectoriel, donc une combinaison linéaire des EI, puisse se lire sur un nombre fini de points, c'est-à-dire les xj. Et donc ça conclura l'exercice, parce que ce qu'on va poser comme norme, ça va être le sup de ma fonction sur les xj. On va poser ça, ça va bien être une norme, d'après ce résultat-là. Et par équivalence des normes, la convergence simple va impliquer la convergence au sens de la nouvelle norme, celle-là. Et donc par équivalence des normes, on aura que Fn va converger de manière forte. Ok? Donc ce résultat-là, il a l'air un peu barbare, mais en fait, tu l'as déjà fait. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est des points x1, xn, tels que la matrice f1 de x1, f1, fn de x1, f1 de xn. On veut que ça, ce soit libre. On veut que ça, ce soit une matrice inversible, pardon. C'est une matrice de taille nn. Et ce qu'on a écrit, c'est exactement la liberté des colonnes. Et donc, on veut que cette matrice-là soit inversible. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si je regarde mes éléments de mon espace vectoriel V, maintenant, ce qu'on sait, c'est que si je regarde les éléments de mon espace vectoriel V comme des 0, 1 uplés, c'est-à-dire genre des colonnes avec autant de lignes que d'éléments de 0, 1, ça, c'est des sous-lignes de ces colonnes. Donc, il y aurait genre f1 de 0, f1 de 1 moins 1 sur 10 000, puis f1 de 1. Donc, on voit mes fonctions comme des colonnes avec un nombre non dénombrable de lignes qui équivalent aux éléments de 0, 1. Si on fait ça, ce que l'énoncé revient à dire, c'est que comme ma famille des FI engendre V, cette matrice-là que j'ai complétée avec tous les éléments de 0, 1, elle est de rang n. Et donc l'énoncé du lemme, c'est de dire, bon, bah, on peut choisir n lignes telles que cette matrice soit inversible. Donc c'est exactement le même résultat que tu avais déjà fait en sup, qui était le rang d'une matrice, c'est égal à sa plus grosse sous-matrice inversible. Et de fait, ça va être exactement la même preuve pour le lemme. Preuve du lemme, on fait par récurrence, exactement comme en sup. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est supposer que par récurrence, comme f1 jusqu'à fn c'est libre, on peut considérer l'espace engendré, et du coup on dispose de x1 jusqu'à xn-1, tel qu'on ait la liberté de ça. Ok? f1 de xn-1. Ok? Ça, on peut supposer que c'est libre par récurrence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la nème colonne qui correspond à la fonction f grand N jusqu'à fn de x1, fn de xn. Ok. xn-1. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette matrice? Donc, c'est une matrice qui a n-1 lignes, qui correspondent au point de x1 jusqu'à xn-1, et n colonnes qui correspondent aux fonctions de f1 jusqu'à fn. Maintenant, je sais que cette sous-matrice-là, ça c'est inversible. Ok? Donc, je sais que cette matrice est de rang au moins n-1. Ok? Donc, ce que j'ai, c'est que la dimension du noyau de cette matrice que j'ai appelé M
Le noyau de cette matrice, il est de dimension 1, d'après le théorème du rang. On a que la dimension de l'espace source, donc ici c'est le nombre de colonnes. Donc grand N est égal à rang de la fonction, c'est-à-dire n-1, plus dimension du noyau. Donc on a que la dimension du noyau c'est 1. Ok. En particulier, le noyau est engendré par un seul vecteur. On a que ker de m, ça va être r fois lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n. Ok. Maintenant, on remarque qu'on n'a toujours pas utilisé le fait que f1 jusqu'à fn était libre. C'est maintenant qu'on va le faire. On sait que somme des lambda i fi pour i allant de 1 à n, ça c'est non nul. Ça c'est une fonction qui est non nulle par liberté de f1 jusqu'à fn parce que c'est une base. D'ailleurs, depuis le début, je prends f1 jusqu'à fn une famille libre de fonctions quelconques. Okay. Donc, il existe un xn tel qu'on a ça. Et du coup, on a tout fait pour que quand on rajoute la ligne xn ici, on ait une matrice inversible. Tu peux le vérifier. En gros, on a tout fait pour et ça marche. Et donc, on a bien une matrice inversible. Okay. Donc, on a prouvé le lemme. Donc, je rappelle que le lemme, c'était si j'ai E1, En libre, alors il existe x1 jusqu'à xn, tel que somme des lambda i ei égale 0 équivaut à pour tout j, somme des lambda i ei de xj égale 0. Ok? Donc le bon point de vue, c'est vraiment de dire que mes E1 jusqu'à En, c'est des vecteurs colonnes avec un nombre non dénombrable de lignes. Et donc on peut choisir grand N de lignes pour que la matrice soit inversible, ce qui est exactement la condition qui est écrite ici. Et donc en particulier, si je prends pour E1, En une base de mon espace vectoriel V, j'ai caractérisé la convergence simple en fonction de mes grand N points. Et donc j'ai une norme, et donc tout marche, ce qui conclut.